Alors, sans plus tarder, Monsieur Bricmont, nous vous attendons avec impatience. Merci d'être là en pleine nuit. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Vous m'entendez? Ça va? Très bien, merci. Okay. Merci pour votre invitation. Je dois m'excuser pour deux choses. D'une part, je ne suis pas très habitué aux vidéoconférences. C'est la première fois que j'en fais une. Et je ne suis certainement pas habitué à faire un exposé en pleine nuit. Donc, j'espère que ça ira. Mais si je ne suis pas toujours aussi clair que je me le souhaiterais, il faut peut-être l'attribuer au fait que je suis un peu fatigué. Donc, je ne connais pas très bien la situation au Canada. Je me suis un peu renseigné sur la situation et la continuation de l'intervention en Afghanistan. Mais si je comprends bien, au Canada, comme dans d'autres pays, la guerre en Afghanistan est vendue, si on peut le dire, ou justifiée auprès de la population par des arguments humanitaires. Principalement le fait qu'il faut protéger les femmes afghanes de la sauvagerie des talibans, etc., etc. Et je pense que ces arguments sont un problème, si vous voulez, pour le mouvement anti-guerre. Et ce type d'argument, de ce qu'on pourrait appeler le droit d'ingérence, ou le devoir d'ingérence, ou les arguments d'ingérence humanitaire, sont des arguments qui remontent plus ou moins à la fin de la guerre du Vietnam, avec la politique du président Carter aux États-Unis, avec l'élaboration de ce qu'on a appelé les nouveaux philosophes en France, et différents courants idéologiques. Vous avez un représentant de ce courant au Canada, qui est M. Ignatieff, qui était un grand partisan, si on veut, de l'ingérence au droit humanitaire, qui essentiellement utilisait les tragédies humaines réelles, tout à fait réelles et tragiques, qui se passaient dans les pays décolonisés après la fin de la colonisation en 75, pour la fin de la guerre du Vietnam aussi, pour justifier l'ingérence dans les pays qu'on avait dû abandonner lors de la décolonisation ou de la fin de la guerre du Vietnam. Et ça a commencé tout de suite avec les Boat People à la fin de la guerre du Vietnam, les Khmers rouges, etc. On a dit, regardez ce qui se passe, nous devons intervenir dans ces pays pour mettre fin aux violations massives des droits de l'homme, aux tueries, etc. Et cette idéologie s'est plus ou moins développée en Occident, sans mener à des interventions directes pendant un certain temps, parce que justement l'expérience coloniale et celle de la guerre du Vietnam avaient refroidi les gouvernements occidentaux ainsi que leur population à l'égard de ces ingérences et de ces interventions militaires. Puis c'est revenu petit à petit, d'abord avec la Bosnie, ensuite avec le Kosovo, l'Irak et l'Afghanistan, où à chaque fois les arguments de type humanitaire interviennent parce que dans ces guerres, on ne prétend pas s'attaquer à des pays qui représentent une menace directe pour notre souveraineté. Ce ne sont pas des pays qui sont prêts à nous envahir, qui vont nous envahir, qui nous ont déclaré la guerre, etc. Et donc l'argument humanitaire est un des arguments principaux en faveur de la guerre par opposition à la justification classique qui était la défense du territoire contre une invasion étrangère. Alors, il y a des milliers de choses à dire pour critiquer cette idéologie, et je voudrais passer plusieurs choses en revue. D'abord, les critiques générales, mais celles-là, elles sont dans mon livre, vis-à-vis de cette idéologie, et puis venir plus précisément aux perspectives de l'OTAN aujourd'hui avec leur sommet, aux relations Nord-Sud plus généralement, dans la situation actuelle, et finalement, que faire? Qu'est-ce que les citoyens devraient faire pour essayer d'influencer le cours des choses dans une autre direction? Bien. Alors, la critique la plus évidente de l'ingérence humanitaire, c'est que si vous avez de l'argent pour faire la guerre, pourquoi ne pas l'utiliser à d'autres fins? Si vous utilisez, normalement, la logique des armées traditionnellement, c'est la défense du territoire. La défense du territoire, moi je ne suis pas un pacifiste à tout craint, je peux comprendre qu'on défende son territoire contre une invasion étrangère. Mais, ici on parle d'utiliser l'armée à des fins humanitaires. Alors la question c'est, l'armée coûte cher, l'armée américaine particulièrement coûte très cher, et si on a tant d'argent à dépenser, si les contribuables veulent ou acceptent ou ne protestent pas quand on dépense leur argent
pour acheter des missiles, pour acheter des avions, pour mettre des troupes, déployer des troupes, etc. Pourquoi ne peut-on pas utiliser cet argent à d'autres fins si on veut faire de l'humanitaire? N'y a-t-il pas suffisamment de besoins non satisfaits dans le monde qui pourraient être satisfaits par des moyens non militaires, approvisionner les gens en eau potable, assurer des soins de santé de base, etc. Est-ce que ça ne ferait pas plus de bien, même du point de vue des droits de l'homme, que les interventions militaires? Et ça, c'est un argument de simple bon sens qui, à mon avis, est très populaire et qui fait que l'argument humanitaire ne marche pas vis-à-vis de la population en général. Et ce qu'on pourrait appeler la population en général, ce qu'on leur sert, c'est l'argument du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme. Et quelque part dans le livre, je dis que l'argument humanitaire, il est essentiellement à destination des intellectuels. Je pense que beaucoup d'intellectuels sont conscients du fait que la menace terroriste est exagérée par les médias, mais alors on leur ressort l'argument humanitaire en leur disant « vous bénéficiez des droits de l'homme, comment pouvez-vous accepter que des gens soient lapidés en Iran, qu'ils soient maltraités en Afghanistan, qu'ils soient associés à des minorités opprimées ici et là, etc. » Et ça, c'est l'argument, si on veut, qui met mal à l'aise les gens qui sont dans le mouvement de la paix, qui sont dans le mouvement anti-guerre. C'est ce que j'ai vécu en tout cas en Belgique. On ressort toujours cet argument, mais que faites-vous pour les victimes des violations des droits de l'homme dans les pays qu'on désire attaquer, occuper, etc. Par contre, je pense que la population, à cause de l'argument de bon sens que je viens de donner, elle n'avale pas cet argument, mais alors on lui sort la menace terroriste. Et alors on dit voilà, on doit se défendre préventivement, loin de nos frontières. C'est plus une défense conventionnelle contre un ennemi qui va nous envahir. Certes, personne ne va envahir l'Europe occidentale ou le Canada, ou les États-Unis évidemment, mais il y a les menaces terroristes et nous devons y faire face en éradiquant le terrorisme sur son territoire. Alors, ça c'est je pense qu'il y a cette dualité, si vous voulez, dans le discours de justification des guerres. Alors on doit examiner ces arguments parce que, si vous voulez, je pense que moi en tout cas mon expérience, je ne sais pas si c'est la vôtre, mais c'est que l'argument humanitaire a des effets très 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 grands. D'accord? Enfin, ça inhibe le mouvement de la paix. Et je pense que beaucoup de gens n'osent pas s'opposer trop à la guerre à cause de ce genre d'argument. On dit mais qu'allez-vous faire? Que vont devenir les femmes afghanes si on se retire d'Afghanistan, etc., etc. Et je pense que une des réflexions qu'on doit se faire, c'est se poser la question globalement des effets de notre politique par rapport au tiers-monde et pas se focaliser sur une question qui effectivement est importante, celle des femmes afghanes par exemple, ou des Kurdes en Irak, etc. Des questions qui sont toujours sélectionnées par les médias comme étant les seules dont on doit discuter, mais se poser les questions de l'effet global de nos politiques vis-à-vis du tiers-monde où nous sommes supposés faire le bien, répandre la démocratie, etc. Il y a un des effets qui me semble extrêmement important et qui n'est jamais mentionné, évidemment, c'est ce que j'appelle dans le livre l'effet barricade. L'effet barricade, c'est simplement le fait que si vous attaquez des gens, ils vont se défendre. Ils vont prendre des contre-mesures. Et ça, c'est inévitable, c'est comme ça dans toute l'histoire. Vous avez ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que quand on étudie, quand on regarde l'histoire, quand on enseigne l'histoire, on ne pense jamais en ces termes. Je vais prendre un exemple très simple avec un pays qui est, si vous voulez, dans la ligne de mire du discours occidental, qui est sans arrêt diabolisé, attaqué, etc., c'est l'Iran. Si vous prenez l'Iran, il se fait qu'en 1953, ils avaient un gouvernement qui était démocratique, qui était assez conservateur d'ailleurs, mais qui désirait nationaliser le pétrole iranien. C'était le gouvernement de Mossadegh. Et le gouvernement de Mossadegh avait plus ou moins mis à la porte, enfin, où il était parti, le Shah d'Iran était parti, et les Américains ont organisé un coup d'État. Il n'y a personne qui peut contester ça, c'est bien établi, tout le monde le reconnaît. La CIA a organisé un coup d'État qui a renversé Mossadegh, qui a remis le Shah au pouvoir et qui a imposé entre cette période-là et 69, c'est-à-dire pendant 25 ans, une dictature féroce, pro-occidentale, complètement aliénée par rapport aux aspirations du peuple iranien et complètement dévouée aux intérêts occidentaux.